Vous souffrez de fatigue chronique, d'épuisement chronique? Voici la deuxième partie dans laquelle je vais donner encore d'autres conseils concrets basés sur mon vécu d'épuisé chronique durant presque 20 ans et mes connaissances en physiologie, c'est-à-dire la science qui étudie le fonctionnement du corps. Si ce sujet vous intéresse, bienvenue à l'école de coach respiration. Je suis Jean-Marie Defossé, physiologiste, et je vais vous proposer cette approche qui nous permettra d'agir sur les sources de problèmes et non sur les conséquences, multiples conséquences. Alors, nous allons aller dans le concret avec au moins 3 conseils pour retrouver l'énergie à court terme et à moyen et long terme. Mais avant, je dois vous parler d'une précision par rapport à la partie 1. Précision extrêmement importante parce que si vous souffrez de fatigue chronique, d'épuisement chronique, il sera très compliqué à votre corps d'aller mieux si vous continuez à associer sucre rapide et protéines. Et j'ai dans les commentaires une personne qui souffrait du brouillard mental dans lequel sa fatigue chronique le plongeait et qui témoigne que, voilà, du simple fait d'avoir dissocié ces deux nutriments lui a permis de quitter ce brouillard et donc de retrouver une énergie mentale, une énergie physique qui va revenir ensuite. Alors, les sucres rapides, qu'est-ce que c'est? Ce sont les aliments sucrés, c'est-à-dire qui ont un goût sucré à la bouche, ou, d'un point de vue plus théorique, qui ont un indice glycémique élevé, c'est-à-dire qui vont libérer rapidement du glucose dans votre sang. Mais qu'en est-il des féculents? Est-ce qu'on a le droit de manger du riz avec de la viande? Est-ce qu'on a le droit de manger des pommes de terre avec de la viande? Alors, une chose importante, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas une personne qui va vous dire « voilà ce que vous devez faire ». Je vous partage ici du vécu et la connaissance que je peux avoir du fonctionnement du corps humain. C'est tout. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez essayer, ne pas essayer, vous êtes libre, bien sûr. Mon conseil, c'est donc d'éviter cette association sucre rapide et protéines. Et par rapport aux féculents, voici ma réponse. Tant que vous allez cuire les féculents à 100 degrés ou moins de 100 degrés, il n'y a aucun problème. Les sucres, les glucides qui constituent ces féculents restent des sucres relativement lents. Ils sont plus rapides que s'ils n'avaient pas été cuits parce que la chaleur fragmente les chaînes de glucides, mais ça reste des sucres relativement lents. Et ça ne causera pas de problème au niveau de leur association avec des protéines. Donc, comment faire pour obtenir une cuisson qui ne dépasse pas 100 degrés? C'est très simple, il suffit de cuisiner à l'eau. Quand de l'eau bout, cette eau ne dépassera pas 100 degrés. Il y a un mythe sur Internet aussi qui vous dit, mais si vous faites bouillir très fort, vous allez aller au-delà de 100 degrés. Ben non, ça s'appelle la chaleur de changement d'état. Tant que l'eau est en train de bouillir, elle fait 100 degrés. Précision à pression atmosphérique normale. Vous pouvez tricher, par exemple, dans une marmite à pression, où là, parce qu'il y a une augmentation de la pression, vous allez arriver à faire bouillir de l'eau à plus de 100 degrés. Et donc, ça permet de faire cuire les aliments plus vite. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Vous faites cuire les aliments à l'eau à pression atmosphérique normale, c'est-à-dire dans votre casserole. Vous pouvez donc préparer et consommer, y compris avec des protéines, des aliments tels que les pommes de terre, du riz, des nouilles, tout cela cuit à l'eau. Vous évitez, bien sûr, de faire réchauffer cela dans de l'huile, de faire sauter ces aliments. Vous ne faites pas des pommes de terre sautées, vous ne faites pas du riz sauté, vous ne faites pas des nouilles sautées. Et là, vous garderez des féculents qui sont encore des sucres relativement lents. Et les légumineuses alors, qu'en est-il? Écologiquement, c'est une petite merveille, des plantes qui fabriquent des sources de protéines. Le petit souci, c'est que la majeure partie des légumineuses sont très riches en lectines et que ces lectines peuvent être particulièrement agressives vis-à-vis de votre tube digestif. Il est plus compliqué
que ce qui est présenté parfois, de détruire les lectines. Il ne suffit pas de les faire tremper, il ne suffit pas de les faire germer, il ne suffit pas de les laisser fermenter à basse température, il ne suffit pas de les cuire à haute température. Cela implique des traitements assez particuliers ou alors un choix spécifique des différentes légumineuses. Cela, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo qui sera la partie 2 de Problèmes aux intestins, causes et solutions. En attendant, si vous souffrez de fatigue, d'épuisement chronique, mon conseil, vraiment, c'est donc de suivre ce qui a été proposé à la première vidéo avec cette information supplémentaire que vous avez par rapport à la cuisson des féculents. Et deuxièmement, d'éviter le temps d'être informé tout à fait de façon complète les lectines. Alors, je vais vous partager maintenant une pratique, un conseil. En fait, quand vous êtes en fatigue chronique, vous avez une sorte de coup de barre qui dure du matin au soir. Mais ce coup de barre peut devenir encore plus intense après les repas. Alors j'ai cru, comme tout le monde, que c'était un problème de glucose, j'avais une sorte d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie dite fonctionnelle. J'ai cru, comme tout le monde, que je faisais une réaction allergique à quelque chose ou d'intolérance. Donc j'essayais d'enlever certains aliments, j'essayais de manger moins sucré. En fait, ça ne change absolument rien. Une grande partie des conseils qui sont donnés en rapport avec ce fameux coup de barre de l'après-repas, ou coup de barre qui survient comme ça au cours de la journée, ne fonctionnent pas. Je suis désolé, mais ce n'est pas un problème de vous avez mangé trop, vous mangez plus doucement, mâchez plus. J'ai essayé tout ça. Le simple fait de mettre quelque chose dans mon estomac, et quel que soit ce que je mangeais, me plongeait dans une sorte de purée mentale, de fatigue, qui conduisait, si je laissais mon corps aller jusqu'au bout, vers l'envie de m'allonger et éventuellement plonger dans le sommeil pour une sieste. Alors, là, je vais vous proposer une technique qui vous permet en 3 à 5 minutes de sortir de cet état de fatigue. Donc, les coups de barre après le repas, si vous le voulez, c'est fini. Chaque fois que vous déciderez de le faire passer, cette technique fonctionnera. Vous pouvez aussi avoir une autre option qui est de se dire mon corps me signale qu'il voudrait que je m'allonge et que je dorme, et y répondre. C'est une option. Mais si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, ou si vous ne pouvez pas que ça se passe comme ça parce que vous êtes à une réunion, parce que vous travaillez, parce que vous devez être actif, parce que vous êtes papa, maman, et puis les enfants sont là et demandent votre présence, voici ce que je vais vous proposer. Le coup de barre après le repas, quelle est son origine? J'ai beaucoup cherché et aujourd'hui, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que il s'agit d'un problème lié indirectement au fait que lorsque vous consommez un aliment, vous ingérez un aliment, votre estomac produit de l'acide chlorhydrique. Nous en avons parlé de cela dans la vidéo partie 1, problème aux intestins. Que se passe-t-il lorsque le corps fabrique de l'acide chlorhydrique? Cet acide chlorhydrique, voici un schéma. Vous avez en rose les vaisseaux sanguins qui sont en bordure de la paroi de l'estomac, en bleu la paroi de l'estomac et en vert l'intérieur de l'estomac. Pour que l'acide chlorhydrique se forme, le corps va utiliser des pompes miniatures, des pompes moléculaires qui vont injecter du H+, c'est-à-dire le vecteur de l'acidité, à l'intérieur de l'estomac. Cela s'accompagne de la production de bicarbonate, de HCO3-, des ions bicarbonate dans le sang. Ça, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que le corps humain est obligé de contrôler en permanence son niveau d'acidité au niveau de l'intérieur des cellules et au niveau du sang. Et au niveau du sang, ce niveau d'acidité doit être un pH, c'est l'unité de mesure d'acidité, égal à 7,4. C'est très difficile de maintenir un pH à 7,4 si le sang est juste de l'eau pure. Il faut
tamponner le système. C'est un système chimique, on appelle ça un tampon chimique, qui permet d'absorber les variations d'acidité. Dans le corps humain, il y a plusieurs tampons chimiques, mais le plus efficace, celui qui accomplit la majeure partie du travail, c'est un tampon qui est basé sur un équilibre, un mélange en fait, entre des bicarbonates et du CO2. Une partie de votre sang contient du bicarbonate juste pour empêcher les variations d'acidité. Mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement simple. En fait, il s'agit d'un équilibre très précis entre la quantité de bicarbonate qu'il y a dans le sang et la quantité de gaz carbonique. Cela permet de faire en fait une sorte de jumelage entre quelque chose qui est alcalinisant, les bicarbonates, et quelque chose qui est acidifiant, le gaz carbonique. Dès que vous allez toucher à un de ces deux éléments, un déséquilibre va se provoquer au niveau du tampon chimique lui-même, au niveau du système de régulation de l'équilibre acide-base de votre sang. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque vous consommez des aliments, vous les ingérez. Votre corps produit de l'acide chlorhydrique et cette production d'acide chlorhydrique provoque de la production de bicarbonate dans votre sang. Autrement dit, dès que vous ingérez des aliments, vous créez une perturbation de l'équilibre acide-base du sang. Et selon moi, et cela c'est un scoop que vous ne lirez nulle part, voilà la raison fondamentale qui crée la majorité des somnolences après les repas, et parfois des somnolences après les repas qui durent très longtemps après ces repas, 1, 2, 3 heures. Alors, comment faire pour sortir de cela? Et c'est là que je vais vous donner cette astuce, ce conseil que j'aurais adoré recevoir lorsque j'étais étudiant et ensuite dans ma vie où j'étais pris parfois après chaque repas, que ce soit le matin, le midi, le soir, par cette envie de somnolence qui durait parfois des heures. Et je passais d'une somnolence à l'autre en passant d'un repas à l'autre. Et la seule solution que j'avais trouvée était de ne pas manger. Quand je ne mangeais pas, je n'avais pas ces somnolences. Mais vous comprenez bien que dans ces cas-là, vous vous exposez à d'autres problèmes, des carences, des amaigrissements, et ce n'était absolument pas une solution. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une solution qui marche en 5 minutes. Parfois, 3 minutes suffisent. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire dans un instant, mais il y a une condition pour que ça fonctionne, c'est d'avoir évité les mélanges sucre rapide protéines. C'est pour cela que je réinsistais sur cela au début de la vidéo. Donc, évitez les mélanges sucre rapide protéines, parce que sinon, vous aurez une production élevée d'ammonium dans votre sang, ou un risque élevé de production élevée d'ammonium dans votre sang. Et si vous avez une fatigue liée à l'ammonium, la technique que je vais vous proposer là ne fonctionnera pas. Par contre, si vous avez évité les mélanges sucre-protéines, que vous n'avez plus de putréfaction intestinale, ce que je vais vous donner là va vous permettre d'éviter ces fameuses somnolences. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sors du suspense. C'est une respiration amplifiée. C'est très simple. Vous respirez plus que ce que votre corps aurait voulu. C'est-à-dire, non pas plus vite, mais je n'aime pas le terme fort, mais plus grand. Je vous montre. Vous expirez en profondeur et vous inspirez en profondeur. Vous expirez en profondeur et vous inspirez en profondeur. Est-ce qu'il y a un rythme particulier? Ne faites pas. Là, vous allez activer des mécanismes de panique à l'intérieur de votre corps. Vous devez respirer grand, ample, calmement. Votre corps, là, au moment de la somnolence, il a une caractéristique, c'est qu'il est en train de respirer très peu. Il fait quasiment ce que j'appelle de la sous-respiration. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est passer en sur-respiration. Respirer au-delà des besoins de votre corps. Et vous faites cela pendant 3 minutes minimum, et je vous conseille 5 minutes. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est visible? Pas forcément. Vous pouvez être où vous voulez. Simplement, au moment où vous sentez la fatigue arriver, ce coup de fatigue, vous passez en respiration amplifiée. Vous utilisez votre volonté pour modifier votre respiration. Évitez de tirer sur votre sternum pour monter. Poussez dans l'expiration et laissez-vous inspirer large, tranquille.
venant du bas du corps. Et vous respirez ainsi plus fort pendant 3 à 5 minutes. Petite parenthèse. C'est la première respiration que j'ai pratiquée et qui m'a donné un regain d'espoir par rapport à mon épuisement chronique. J'étais épuisé en permanence et je me suis allongé. Et pendant 20 minutes, j'ai respiré amplifié. Et quand j'ai arrêté, ma fatigue avait disparu. Alors, essayez cela. Là, je vous ai dit que je l'avais fait allonger, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez vous faire des cures de respiration amplifiée. Alors, je ne vous dis pas de faire de l'hyperventilation plus. Donc, le but n'est pas non plus de respirer tellement fort que vous allez éliminer tellement de gaz carbonique que vous allez créer un autre problème d'équilibre acide-base du sang. Donc, il n'est pas question de faire... Laissez les choses être douces. Je ne vous dis pas de respirer comme des excités. Je vous dis de redonner à votre souffle de l'amplitude et du mouvement. Imaginez que votre respiration soit un soufflet. Vous étiez en train d'activer à peine ce soufflet de vie. Redonnez de l'amplitude au soufflet. Mais ne basculez pas dans l'agitation. Le but n'est pas de faire de l'hyperventilation vraiment accentuée. Amplifiez votre mouvement, votre soufflet respiratoire, tranquillement. Et au bout de 3 minutes, si vous êtes pressé, arrêtez. Normalement, ça peut suffire. Au bout de 5 minutes, c'est certain que ça va suffire. Est-ce que l'effet est immédiat? Quasiment. Au moment où vous sortez de cette respiration amplifiée, vous pouvez avoir un léger tournis. Ce n'est pas dû à une suroxygénation, ça c'est une fable. C'est dû au fait que votre sang est devenu anormalement peu acide. Il est devenu alcalin. Vous avez une alcalose respiratoire. Très bien. C'est ce qu'on voulait, une légère alcalose respiratoire. Elle va se dissiper très rapidement, moins de 2 minutes. Et là, vous allez constater que votre fatigue s'est envolée. C'est ce conseil, pratiquez-le, partagez-le, parce qu'il est extrêmement précieux. Et puis, comme je vous disais, si vous êtes concerné par ces phases de fatigue à répétition et sur de grandes longueurs, mais utilisez absolument la même technique. Alors, certains vont me dire, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe? Je n'ai pas trouvé d'études qui me montrent par A plus B ce qui se passe à l'intérieur du corps. Je ne peux faire que des suppositions par rapport à la théorie physiologique disponible. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on va obliger le corps à utiliser un canal de régulation de l'équilibre acide-base qui est différent de celui qu'il avait choisi. La somnolence nous amène à une respiration qui est toute petite et probablement le corps va miser sur une accumulation du gaz carbonique pour compenser l'apport excédentaire de bicarbonate. Là, en empêchant le corps de faire cela et en surrespirant, ce qui se produit, c'est que votre corps va être obligé d'activer un plan B et va mettre en place un système de régulation du niveau des bicarbonates en mobilisant les reins. Ça n'a rien de toxique, ça n'a rien de mauvais. Simplement, c'est une autre façon que le corps va utiliser. Et c'est l'explication que je propose actuellement. Peut-être y a-t-il des nuances, peut-être est-ce cela, peut-être n'est-ce pas cela. C'est solide, c'est argumentable, mais je n'ai pas la démonstration absolue. Dans tous les cas, cette pratique est sans danger et vous permettra de vous aider vraiment de façon très précieuse. Continuons avec d'autres conseils pour prendre soin de vous grâce à la coach respiration. Quelque chose qui m'a aidé, c'est le fait de boire suffisamment. On vous dit souvent de boire pour aider les reins à travailler au niveau du sodium, au niveau des sels minéraux. Il faut savoir aussi que quand vous accumulez de l'ammonium, en théorie, le fait de boire va aider les reins à éliminer plus facilement cet ammonium. J'ai toujours remarqué que lorsque j'avais tendance à entrer dans une phase de fatigue plus accentuée, le fait de boire un petit peu plus m'aidait. Le bémol, c'est que cette aide était temporaire. Ça marchait 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis après,
ça marchait moins. Parce que le problème de boire, c'est que vous obligez les reins à conserver les minéraux alors qu'ils éliminent l'eau. Et il y a toujours des pertes. Et donc, boire beaucoup, si vous êtes déminéralisé, c'est le cas des sous-respirateurs, eh bien, risque d'accentuer la déminéralisation, notamment au niveau de minéraux très précieux, je vais dire, qui peuvent être le magnésium, le potassium. Donc, il est important de boire suffisamment, mais buvez aussi de façon minéralisée. Alors, justement, les apports de minéraux sont un des points fondamentaux de coach respiration, et je vous conseille, moi, et ce sont des conseils repris dans le mini-guide, de vous complémenter chaque jour en potassium, magnésium, calcium, afin justement d'apporter au corps les minéraux suffisants. Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut boire de l'eau minérale ou de l'eau du robinet? Est-ce que cela suffit? Alors, l'approche que j'ai n'est plus vraiment scientifique par rapport à l'eau. Pour moi, l'eau ne sert pas à apporter des minéraux. Donc, si vous avez besoin de boire des eaux minérales pour être minéralisé, c'est que votre alimentation n'est pas assez minéralisante. C'est sûr que si vous cuisinez les légumes à l'eau et que vous jetez l'eau de cuisson, que vous mangez peu de légumes, donc beaucoup de protéines, et qui sont des aliments acidifiants, qui sont de façon indirecte déminéralisants, eh bien, c'est normal que vous manquiez de minéraux. De l'eau minérale, dans ce cas-là, très minérale, va vous faire du bien. Mais ce n'est pas le rôle de l'eau d'amener des minéraux. Dans la nature, vous trouvez des eaux de source qui sont très peu minéralisées. Il y a le pendant inverse de personnes qui mettent en avant des eaux extrêmement peu minérales parce qu'ils insistent sur l'idée que l'eau doit nettoyer l'organisme. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est important que l'eau soit un minimum minéralisée, normalement minéralisée. Et d'ailleurs, certaines personnes qui vendent des dispositifs, par exemple d'osmose inverse, vendent ensuite des systèmes de reminéralisation avec du lithotame. Le lithotame, je ferai une vidéo là-dessus, c'est du poison qui devrait être interdit à la vente. C'est plus contaminé en aluminium que n'importe quoi. Donc, se minéraliser de cette façon-là, c'est certainement pas la solution. À quoi faire attention par rapport à l'eau? C'est sa vitalité. L'eau du robinet, quelque part, c'est mort. Les eaux minérales, c'est vivant. Il y a une période de ma vie où j'avais vraiment très très peu d'argent. Et je ne pouvais pas me payer de l'eau minérale, sauf de temps en temps. Je m'offrais une bouteille. Et j'ai remarqué que ça me offrait de la vitalité. Et physiologiquement, ça s'explique pas, ça se mesure pas, ça. C'est pas, vous pouvez pas, en physiologie, on n'utilise pas, je sais pas, un pendule pour analyser le taux vibratoire. Ça se fait pas. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui vais refaire le monde. Et là, je me suis dit, mais quelle est la différence entre l'eau du robinet que j'aurais mis à déchlorer pendant 24 heures et de l'eau de source avec des minéralisations normales? Et pour moi, c'est la vitalité qui est à l'intérieur. Vous savez, j'avais, quand j'étais enfant, un ami qui était préparateur en pharmacie. Et à cette époque, les pharmaciens effectuaient des préparations. Et lorsqu'ils avaient terminé les préparations, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quelque chose qui s'apprenait encore il y a 10, 20 ans dans la faculté de pharmacie, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ils dynamisaient la préparation. Pour cela, ils prenaient le flacon et le tapaient au moins une dizaine de fois sur la main. Vu de l'extérieur, on se dit, ils agitent. C'était pas ça. Il y avait vraiment la volonté, c'était comme ça que c'était appris et verbalisé. Il fallait dynamiser la préparation et l'idée, c'était d'y glisser une intention de soin. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire avec l'eau, c'est la dynamiser. Alors, ça peut se faire de façon très passive. Dans votre eau, vous rajoutez 1, 2, 3 gouttes par exemple, de jus de citron, de jus d'orange, n'importe quoi, quelque chose qui est vivant. Et pas du jus de citron qui vient d'une bouteille, qui vient du magasin, quelque chose qui vient d'un objet vivant, d'accord? Quelque chose qui dynamise. Vous pouvez le faire aussi en mettant une feuille de menthe fraîche. Vous pouvez le faire aussi en exposant votre bouteille d'eau au soleil. Et vous faites-le en fermant la bouteille et en faisant cette fameuse dynamisation. Et pourquoi pas y mettre une intention? Que cette eau prenne soin de moi.
un peu comme on fait avec le jardinage intérieur dans les pratiques de respiration, de coach respiration. Voilà ce que je vous invite à faire. Consommez suffisamment de l'eau et faites en sorte que l'eau que vous consommez soit remplie de dynamisme de vie. Que ce ne soit pas de l'eau qui vous mange de l'énergie de vie pour se revitaliser à votre contact, mais que cette eau soit au moins aussi dynamisée que vous. Je vais à présent parler d'une troisième action tout à fait concrète. Le sujet est plus complexe, je vais essayer d'être le plus condensé possible, tout en restant précis et en nuance. Il va s'agir de travailler sur une source de fatigue qui est liée à un stress qui est imperceptible par le conscient. Je veux parler du stress oxydatif. Le stress oxydatif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'oxygène peut réagir avec certaines molécules, créer ce qu'on appelle des radicaux libres, et que ces radicaux libres sont chimiquement très agressifs. Ils sont responsables d'un phénomène tout à fait visible, qui est le vieillissement. 80% du vieillissement est dû au stress oxydatif. Autre conséquence tout à fait concrète du stress oxydatif, c'est le risque de maladie. Et troisième conséquence qui nous intéresse tout à fait ici, c'est bien sûr l'accentuation de la fatigue du corps. Lorsque vous êtes en pleine forme, si vous êtes exposé à un stress oxydatif élevé, en fait, votre corps va compenser. Vous avez tellement de vitalité qu'en fait, ça compense. Il y a juste que si vous faisiez très attention, sans doute, vous augmenteriez votre chance de vivre encore plus longtemps. Bon, si vous êtes en fatigue chronique, c'est que vous n'êtes pas en pleine forme. Et dans ce cas-là, toute source de stress supplémentaire va être un problème pour votre corps. Et le stress oxydatif, lui, s'il augmente, va générer une fatigue. Votre corps va devoir compenser ce stress pour se garder un certain niveau de vitalité. Et ça va l'épuiser. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est de faire attention à ce stress oxydatif. La solution avec le stress oxydatif, ce qui est souvent conseillé, c'est de prendre des antioxydants. Ce sont des molécules capables de contrer les radicaux libres. Une sorte de combat entre le bien et le mal, mais dit comme ça, c'est complètement idiot, parce que le corps a besoin d'un minimum de radicaux libres pour fonctionner. Donc, c'est bien une question d'équilibre dont il va être question ici. Et on pourrait se dire, s'il y a un déséquilibre, je vais augmenter la part des antioxydants et tout va rentrer dans l'ordre. Et l'un des antioxydants que je vous conseille, parce qu'on en parle en coach respiration, c'est important, ce sont les légumes crus colorés. Chaque jour, pas forcément en grande quantité, pas l'idée de ne se nourrir que de ça, mais votre corps en a besoin chaque jour pour fonctionner au mieux. Deuxième chose très intéressante, les lactofermentés. Et je ferai une vidéo bientôt pour donner une recette de préparation de lactofermentés qui sont des vrais lactofermentés et pas des choses bizarroïdes où vous cultivez plus de levure que de lactoferment. Une troisième chose qui est très importante, ce sont les apports en vitamines qui ont des propriétés antioxydantes. C'est la B6, la B9, la B12. Ça, c'est dans le mini-guide de coach respiration. Mais aussi la vitamine D, d'où l'importance de s'exposer suffisamment au soleil ou de se supplémenter en vitamine D, et la vitamine E, qui est cette vitamine particulière qui est assez présente dans l'huile de tournesol, qui est nécessaire pour le corps, mais il ne faut pas en abuser non plus. Mais voilà, ça c'est un cocktail antioxydant très intéressant. Il y a aussi les épices, il y a aussi d'autres choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que travailler uniquement sur l'apport en antioxydants, eh bien, pour moi, ça ne suffit pas. Si vous êtes fatigué, vous ne devez pas faire en sorte que votre corps soit le lieu de bataille entre les radicaux libres et les antioxydants. Vous devez faire en sorte de réduire les sources de radicaux libres. Alors, comment on réduit les sources de radicaux libres? Il y en a pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'il y a des microparticules dans l'air, avec un pic de pollution, vous augmentez les sources de radicaux libres. Vous n'y pouvez rien. Lorsque vous respirez, vos cellules, très précisément, respirent, donc ce n'est pas inspirer, expirer, mais c'est la production d'énergie à partir de glucose via l'utilisation de l'oxygène. Votre corps produit des radicaux libres et vous n'y pouvez rien.
Si, vous pouvez essayer de passer sur un régime alimentaire qui est un peu plus via des corps cétoniques, qui génèrent un peu moins de radicaux libres. C'est tout l'intérêt. Mais vous ne pourrez pas passer à 100% de sources alimentaires via des corps cétoniques. Donc, comment faire concrètement? Eh bien, je vous invite, si vous souffrez de fatigue, d'épuisement chronique, à faire particulièrement attention à éviter les huiles et les graisses vieillies. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il existe au niveau des graisses et des huiles, c'est-à-dire les lipides, un phénomène chimique qui s'appelle la peroxydation des lipides. Alors, c'est un grand mot, on va se dire, oh là là, il va chercher des trucs qui viennent de la Lune. Pas du tout. C'est une réaction qui se produit tout le temps. Dès qu'il y a d'une huile, une graisse qui est en contact avec de l'oxygène, cette réaction se produit. La question, c'est de savoir à quelle vitesse elle se produit. Mais elle va se produire. Il faut savoir que votre corps contient énormément de lipides. Et par exemple, vos parois cellulaires, vos membranes cellulaires sont soumises à de la peroxydation. Alors, ce qui est particulier avec la peroxydation, c'est que ce n'est pas une réaction classique où vous avez un lipide, un réactif, et puis ça donne d'autres produits, et puis ça s'arrête. Non. La peroxydation, et je vous mets ici un schéma qui peut vous paraître un petit peu compliqué, mais je vous l'explique de façon simple, avec une image. Vous connaissez l'histoire du roi Midas, qui avait ce don de transformer en or tout ce qu'il touchait. Bon, là, on peut se dire que c'était intéressant, sauf que le pauvre roi Midas, il ne pouvait plus rien manger du tout. Bon, c'est une parenthèse, mais là, il faut savoir que quand des radicaux libres touchent des lipides, en fait, ils vont transformer ce lipide en quelque chose de particulier, une forme réactive, une sorte de radical libre lipidique, qui va transformer en radical libre lipidique tous les autres lipides qu'il va toucher. Ce n'est pas une réaction en chaîne, c'est autre chose. C'est une sorte de réaction à répétition qui porte un nom en chimie, le terme de propagation. Dès que vous entrez à l'intérieur de vous des radicaux libres qui réagissent avec des lipides, vous mettez en route un processus, un moteur, vous créez des rois Midas par centaines, par milliers, qui chacun, à nouveau, vont produire des rois Midas par centaines, par milliers, sauf que ces rois Midas ne transforment pas les choses en or, les transforment à leur tour en lipides peroxydés. Et ça a un phénomène, évidemment, qui peut conduire et contribuer à votre épuisement. Alors, cette peroxydation, elle va concerner tous les lipides qui sont touchés par la chaleur, l'oxygène, la lumière et le temps. Plus la durée d'exposition à l'oxygène est longue, et plus cette réaction aura lieu un grand nombre de fois. Alors, certaines personnes me disent, mais pas de problème, pour protéger les lipides, il suffit de mettre au frigo, 4 degrés, tout s'arrête. Non, les bactéries s'arrêtent. Mais la peroxydation n'est pas liée aux bactéries. C'est lié à des réactions chimiques qui ne sont même pas liées à des milieux aqueux, de l'eau, qui gèle à 0, et donc 4 degrés, on serait proche du moment où il y a de la glace qui se forme, et donc quelque chose qui s'immobilise. Non, c'est 4 degrés pour la peroxydation, ça n'a pas particulièrement de sens. C'est sûr que ça ralentit, mais le zéro absolu, il est à moins 271 degrés. D'accord? Alors là, effectivement, la peroxydation s'arrêterait. Mais on n'en est pas là, on est à 4 degrés. Donc ne comptez pas sur le frigo, le réfrigérateur, pour arrêter la peroxydation. Ce qui marche, c'est d'enlever l'oxygène. Alors, il ne suffit pas de filmer un aliment avec du film alimentaire pour obtenir le manque d'oxygène. Certaines préparations sont parfois vendues dans des sachets hermétiques, et il est précisé, conditionnés sous atmosphère protectrice. Là, ils ont remplacé l'air par de l'azote pur, et tant que le sachet reste fermé, normalement, il n'y a pas de peroxydation possible, il faut de l'oxygène. Vous avez aussi des bouchons qui permettent de mettre les bouteilles sous vide à la maison. Vous avez aussi des sortes de Tupperware spéciaux avec une pompe à vide.
Sachez que c'est très intéressant parce que ça protège les aliments, ça évite qu'il y ait cette peroxydation qui va vous contaminer lorsque vous allez ingérer les aliments. Concrètement, c'est quoi? C'est les huiles, les graisses qu'il faut éviter. Eh bien, c'est d'abord, et là j'insiste beaucoup là-dessus, ce sont les fruits secs. J'aime aller sous les noisetiers, sous les noyers, vous cassez une noisette, elle est blanche comme de l'ivoire, la noix elle est blanche comme de l'ivoire, ça c'est vivant, c'est pas peroxydé. 3 mois plus tard, les noix commencent à vraiment être mortes et ça n'a d'allure plus tout à fait le même goût. 6 mois plus tard, c'est pareil pour les noisettes. Et pourtant, on vend ça dans les magasins, on vous dit que ce sont des mélanges sportifs, des mélanges étudiants, des mélanges zen. Ça n'a rien tout ça. C'est des lipides peroxydés qui vont vous faire du mal, dans le sens où votre corps va devoir mettre en route, va devoir produire des antioxydants pour limiter la casse, parce que vous allez envahi par ces fameux rois Midas qui peroxydent tout ce qui touche comme lipides. Franchement, si vous voulez manger des fruits secs, mangez-les à la saison. N'en abusez pas non plus. Les seules exceptions, ce sont les amandes qui me semblent garder leur qualité nutritionnelle plus longtemps. Mais ne mangez pas, enfin c'est mon conseil, méfiez-vous. Ne parlons pas de tout ce qui a été grillé, comme les noix de cajou, comme les arachides, les cacahuètes. C'est très simple, j'adore les cacahuètes. Et chaque fois que j'en ai mangé, chaque fois, le lendemain, j'étais fatigué. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir retrouvé de l'énergie que ça ne me coûte pas de ne pas manger de cacahuètes. Pourtant, j'adore les cacahuètes. Chaque fois que j'ai mangé du beurre de cacahuètes, j'ai été fatigué le lendemain. Alors la personne qui mange tous les jours du beurre de cacahuète, elle ne s'en rend pas compte. Ou la personne qui est en pleine forme, elle peut manger du beurre de cacahuète. Son corps compense. Et si vous êtes fatigué et que vous consommez ce genre d'aliments, faites l'essai. N'en consommez pas pendant 3 jours. Consommez-en pendant un jour et voyez ce qui se passe le lendemain. Vous aurez repris de l'énergie pendant les 3 jours où vous n'en avez pas consommé. Quand vous en aurez consommé, vous aurez perdu de l'énergie le lendemain. Donc, c'est fonction de votre vitalité. Je ne dis pas que si j'étais en pleine forme, je ne mangerais pas peut-être 10 cacahuètes pour me faire plaisir. Et là, pour le moment, j'ai des choses qui me font plus plaisir que les cacahuètes parce que je suis très conscient aujourd'hui de l'énergie vraiment de vie que ça va me prendre pour compenser l'ingestion de cet aliment. Pensez, des cacahuètes, c'est grillé, donc c'est exposé à l'oxygène, à la chaleur, plus, et puis c'est laissé, parfois sous atmosphère protectrice, mais pas forcément, pendant des semaines, des mois, et puis vous ingérez ça, voilà, que ce soit d'autres fruits secs ou les cacahuètes en particulier, mon conseil est d'éviter cela. Pareil pour ce qui a été surfrit, les frites surgelées, les chips, bien entendu. Je dis chips parce que je suis belge, en Belgique on dit chips, mais je sais qu'en France vous dites chips, voilà, j'ai corrigé. Quoi d'autre? Les biscuits. Les biscuits, vous ne pouvez pas rêver, ça a été fait avec du beurre ou de l'huile, puis c'est cuit. Bon, ça a donc été bien peroxydé au moment de la cuisson, et puis c'est gardé comme ça. Il y a des magasins où on vend des biscuits en vrac. J'en ai acheté pour faire manger à mon fils, comme cadeau. Je lui ai dit, tiens, passe-moi un morceau que je goûte. J'ai craché. C'était complètement ranci. Forcément, le lipide, la graisse du biscuit ne pouvait en aucun cas avoir été protégé, je ne sais par quel miracle, parce qu'il y avait du sucre et de la farine. Vous mangez des choses qui sont mortes depuis des jours, voire des mois. Et ça se peroxyde et ça entre à l'intérieur de vous une source de fatigue potentielle. Dernière chose dont je voudrais parler, ce sont les viennoiseries. Alors, délicieux les viennoiseries, sauf pour votre corps s'il est fatigué, parce que vous avez là des lipides qui ont été chauffés à haute température. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il se produit des changements de couleur au niveau de la pâte crue et de la pâte cuite. Et vous avez, même si c'est consommé tout de suite, une grande source de lipides peroxydés. Et c'est pire si, bien sûr, vous laissez les croissants, je sais pas moi, une après-midi à l'air ou vous les mangez 2-3 jours plus tard. Il existe même des sachets de viennoiserie que vous pouvez garder 1 semaine, 15 jours dans vos placards. Sachez que ça, c'est vraiment pas ce qui convient à votre corps.
Donc, de façon générale, évitez tout ce qui contient des lipides et qui n'est pas consommé de suite. Et évitez également tout ce qui contient des lipides et qui a été chauffé avant d'être consommé. Donc, c'est le cas des préparations industrielles, c'est le cas des boîtes de conserve, c'est le cas en fait d'un grand nombre d'aliments qui sont bien pratiques parce qu'ils sont déjà tout prêts, mais qui en fait pour l'énergie de votre corps ne sont vraiment pas des alliés. Si vous êtes en parfaite santé à nouveau, ça ne posera pas de problème ou pas de problème perceptible. Mais si vous êtes affaibli, sachez que ce ne sont pas les amis de votre santé. Une autre source d'huile vieillie, abîmée du moins parce qu'elle a été chauffée à un moment donné du processus de préparation, ce sont les laits végétaux. La seule exception, c'est le lait de coco. Alors je ne vous parle pas de l'eau qui est à l'intérieur des noix de coco, je vous parle du lait qui, comme il existe du lait de soja, du lait d'avoine, du lait de noisette, d'amande, eh bien, il y a du lait de coco, à base de coco. Ça, ok, c'est stable, parce que les graisses sont beaucoup plus stables par rapport à la peroxydation que les huiles. Mais les laits végétaux, donc soja, amande, orge, je vous conseille de ne pas consommer cela si vous êtes victime de fatigue chronique. Parce que je suspecte très fort ces préparations d'être très porteuses de lipides peroxydés. Arrivé à ce stade de la vidéo, vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Mais il reste une infinité de choses à manger. Ce qui est important, c'est que vous mettiez à l'intérieur de vous des aliments qui sont vivants. Des aliments vivants, c'est des aliments qui vont donner de l'énergie à votre corps, de la vitalité. Donc prenez des choses qui sont encore vivantes, que ce soit des fruits secs, choisissez qu'ils soient vivants, des légumes, choisissez qu'ils soient vivants, et pas en boîte de conserve, des choses qui sont encore vivantes au moment où c'est dans vos mains de cuisiner, et cuisinez-les. Vous les cuisinez par vous-même, vous cuisinez à l'eau. Lorsque la cuisson est finie, c'est là que vous rajoutez vos huiles de manière à ce que vos huiles soient exposées le moins longtemps possible à la chaleur. Et là, vous consommez de suite. Alors bien sûr, c'est plus de travail. C'est complètement différent de préparer à manger. Et c'est parfois compliqué, surtout lorsqu'on est en fatigue chronique, de se faire à manger une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Je suis tout à fait d'accord. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir 2 boîtes de conserve et puis voilà, on met ça dans l'assiette et c'est prêt. Ça n'a rien à voir avec le fait de réchauffer une pizza au micro-ondes et puis c'est prêt. Ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter une barquette de lasagne toute préparée. Mais là, si vous avez vraiment envie de prendre soin de vous et d'être acteur d'un renouveau à l'intérieur de vous, cuisinez de façon à ce que ce qu'il y a dans vos mains, au moment où vous êtes le cuisinier, ce soit vivant. Cela tout seul, la réduction du stress oxydatif ne vous permettra pas de vaincre la fatigue chronique. Par contre, si vous ajoutez cette démarche à tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo et la vidéo précédente, vous allez retrouver chaque jour encore un peu plus d'énergie. Et c'est là que votre corps deviendra suffisamment réparé pour sentir que quand vous ferez un pas de côté par rapport à ces conseils, vous sentirez que votre corps repère un peu d'énergie. Après, ça peut être un choix. Parfois, moi, je mange une pizza. Voilà. Donc, je sais qu'à ce moment-là, le fromage sur la pizza, il est passé au four, il s'est peroxydé. Je sais que je vais mettre dans mon corps quelque chose qui va consommer de l'énergie, qui va créer un stress oxydatif. Mais si j'ai assez d'énergie en moi qui a été accumulée, si j'ai bien préparé mon corps, je ne sentirai pas cette fatigue. Si je le fais une fois de temps en temps, c'est sûr que si on fait ça tous les jours, ça ne va pas. Le but de tous ces conseils, et ce sera la conclusion de ces 2 vidéos, c'est que tout ça, ce n'est pas une condamnation à vie où vous serez obligé de faire ça en permanence. L'idée, c'est de donner des conseils qui permettent à votre corps de se réparer et ensuite que votre corps soit à nouveau capable de manger, un peu comme tout le monde, la nourriture d'aujourd'hui, à condition de ne pas abuser. Aujourd'hui, je peux manger du gluten tous les jours,
Je peux manger du fromage une fois tous les 2-3 jours. Ça n'a pas d'effet de fatigue sur mon corps, ça n'a plus d'effet de fatigue. Mon corps est réparé. Mais le reste du temps, le reste de mes repas, je fais très attention à apporter à mon corps ce dont il a besoin et limiter ce qui le fatigue. Voilà. J'ai partagé dans ces 2 vidéos un chemin découverte de presque 20 années de vie. Je vous souhaite d'avoir le courage d'essayer et de prendre soin de vous lorsque vous verrez que ça vous fait du bien. C'est un petit trésor parce que ça va vous ouvrir des portes de sortie de cet état de fatigue qui écrase et qui étouffe. N'oubliez pas le volet minéral, n'oubliez pas le volet respiratoire qui est essentiel aussi. Tout ça, vous le trouvez dans le mini-guide de coach respiration. Si tous ces conseils vous permettent de prendre soin de vous et de vous sentir mieux, sachez que c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages sur la chaîne et puis partagez. Partagez si cela vous aide. Partagez pour aider d'autres personnes. Cette vidéo est terminée. Prenez soin de vous, du fond du cœur. Prenez soin des autres. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin de notre si jolie planète et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.